Les podcasts du Figaro. 1775. Les colonies d'Amérique du Nord se révoltent contre l'Angleterre. À l'époque, ces colonies sont 13. Le Massachusetts, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud par exemple. Dans un premier temps, chacun de ces États reste souverain. C'est une simple confédération qui est instituée pendant qu'on se bat contre les Anglais. Et puis, en 1783, avec l'aide militaire de la France, les insurgés gagnent la guerre. Ils deviennent indépendants. Alors, très vite, la majorité des Américains ont le sentiment qu'une simple alliance entre leurs 13 États, ça ne suffit plus. Il faut créer un lien plus solide entre eux. Il faut des institutions plus stables. C'est ainsi que, en 1787, à Philadelphie, les pères fondateurs du pays, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin et quelques autres, élaborent la Constitution. Le texte est ratifié par les États et entre en application dès l'année suivante. Or, cette Constitution, elle est toujours en vigueur aujourd'hui, plus de 230 ans après. C'est le même texte, simplement complété au fil du temps par 27 amendements. Et c'est la Constitution de 1787 qui crée le président des États-Unis. Oh, ça n'a pas été simple de se mettre d'accord pour créer un État fédéral et confier le pouvoir exécutif à un président. Beaucoup d'Américains ont peur de cette innovation. Ils n'ont pas pris les armes contre le roi d'Angleterre pour tomber sous la coupe d'un autre tyran. Tout au moins, c'est comme ça qu'ils raisonnent. L'obsession des Américains à l'époque, c'est de préserver leur liberté, toute leur liberté, contre l'abus de pouvoir. Ils se méfient des autorités politiques. C'est un mal nécessaire, mais c'est un mal. Alors, les pères fondateurs ont imaginé un système où le Congrès et le président vont se surveiller l'un l'autre. Le Congrès ne peut pas renverser le président sous prétexte qu'il n'aime pas sa politique, sauf cas de trahison ou de manquement très grave. De son côté, le chef de l'État ne peut pas dissoudre le Congrès en cas de désaccord entre eux. Ils sont obligés de coexister, même s'ils appartiennent à des partis différents. La cohabitation aux États-Unis, ce n'est pas une exception comme chez nous, c'est souvent la règle. Les Américains inventent ce qu'on appelle une séparation stricte des pouvoirs. C'est la définition d'un régime présidentiel, par opposition à un régime parlementaire. En 1787, le pouvoir le plus important, ce n'est pas le président des États-Unis, c'est le Congrès, composé de la Chambre des représentants et du Sénat. C'est pour ça qu'on parle d'abord du législatif dans la Constitution, et après seulement de l'exécutif. C'est pour ça aussi que, de nos jours, quand on se rend dans la capitale des États-Unis, on est tout surpris de voir que le Capitole, le bâtiment qui abrite le Congrès en haut d'une colline, est plus grand, plus imposant, plus visible que la Maison-Blanche. Le premier président des États-Unis, c'est George Washington, un Virginien, un des pères fondateurs, l'ancien général en chef des insurgés pendant la guerre d'indépendance. L'homme est si respecté que personne ne se présente contre lui. Il est élu sans concurrent en 1789. Ça ne s'invente pas. La Constitution précise que le mandat du président dure 4 ans. Washington se retirera de la vie publique après 2 mandats. Il refusera d'en faire un 3e. Cela fera forte impression. C'est ainsi qu'est née la tradition qui voulait qu'un président ne puisse pas faire plus de 2 mandats. Mais c'était un usage, pas une règle impérative. Cette coutume sera respectée par tous les présidents pendant 130 ans, jusqu'à Franklin Delano Roosevelt, qui sera élu 4 fois. Et en réaction, dans les années 1950, un amendement a été adopté qui interdit désormais au président de faire plus de 2 mandats. Alors, ce président, en 1787, quels sont ses pouvoirs ? Eh bien, sur le papier, les mêmes qu'aujourd'hui. Il est le seul titulaire du pouvoir exécutif, même s'il a un vice-président. Il est le responsable de la diplomatie, le chef des armées,
Il choisit ses ministres, on les appelle des secrétaires aux États-Unis. Mais les candidats pressentis doivent obtenir le feu vert du Sénat. Le président peut inspirer des projets de loi grâce à des parlementaires amis, mais il ne peut pas les présenter lui-même au Congrès. Il promulgue les lois, mais peut aussi les bloquer en opposant son veto, et le Congrès n'a pas toujours le dernier mot. Il nomme les juges de la Cour suprême, mais là aussi le Sénat doit donner son accord. Et comme les Américains tiennent à leur argent, la Constitution interdit même d'augmenter le président pendant son mandat. Et ce n'est pas encore tout. Certains Américains, en 1787, surtout les plus modestes, ne voulaient même pas entendre parler d'un État fédéral. Leur chef de file n'était pas n'importe qui. C'est un des pères fondateurs, Samuel Adams, un homme de Boston. Pour les rassurer, les partisans d'un État fédéral ont fait un compromis avec eux. Ils leur ont dit « Acceptez la Constitution. Et en contrepartie, on va adopter 10 amendements qui vont limiter les pouvoirs des nouvelles institutions et garantir les droits des individus et des États. » Marché conclu. C'est comme ça qu'ont été adoptés les 10 premiers amendements en 1791. Aux États-Unis, ils sont sacrés. On les appelle le Bill of Rights. À cause des guerres en particulier, la guerre de sécession, les 2 guerres mondiales au XXe siècle, le président des États-Unis va devenir le pilote de la machine politique américaine. Il va incarner sa nation aux yeux de ses compatriotes et du monde tout entier. Mais jamais dans ce pays très juridique, il ne devra oublier qu'il lui faut respecter la Constitution et négocier avec ses adversaires politiques. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.